Bonjour à vous. Alors, je m'appelle Olivier de Zutter, je suis le directeur du collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Un très grand plaisir de vous accueillir ce midi. Vous êtes une vingtaine à distance pour cette conférence qui est organisée dans le cadre de Journée de la persévérance et de la réussite scolaire. On sait combien on ne peut pas réussir à l'école si on n'a pas un certain niveau de compétences en langue, et en particulier en langue d'enseignement. Et puis, on réussit à l'école, évidemment, si on est capable de réaliser les tâches de lecture, d'écriture, de communication orale qui sont quotidiennes à l'école. Et toutes ces tâches, évidemment, nous amènent à mobiliser le bagage lexical qu'on a. Et donc, c'est la thématique qui va être abordée par notre conférencière aujourd'hui, notre collègue donc Claudine Sauvageau. On a le grand plaisir d'avoir accueilli comme nouvelle collègue professeure à la faculté d'éducation depuis quelques mois au département d'enseignement préscolaire et primaire. Claudine est aussi membre du collectif et elle va nous présenter une partie des résultats de ce qui a été sa thèse de doctorat. Donc, un sujet sur lequel elle a travaillé dans ce cadre-là, mais qu'elle continue encore aussi à explorer. Avant de lui laisser la parole pour 30 minutes, je veux m'assurer que les personnes qui sont avec nous à distance nous voient bien et nous entendent bien. Alors, si jamais il y a un problème, est-ce que quelqu'un peut nous le signaler? Là, on a plutôt un signe que tout semble bien se passer. Alors, c'est parfait. On va passer aussi, merci pour les quelques pouces levés qui nous montrent que la dimension technique semble opérationnelle. Merci aussi à Jean-Sébastien Dion qui est là avec nous pour assurer ce soutien-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claudine qui va partager aussi une partie de son écran et donc qui va nous présenter ce qu'elle a à nous partager pendant une trentaine de minutes. Après ça, on ouvrira l'échange. À ce moment-là, on vous invite aussi, si pendant la présentation, vous avez des interrogations, des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace de clavardage, parce qu'on va travailler au départ de l'espace de clavardage pour l'espace de discussion ouverte après la présentation. Voilà. Merci. Merci Jean-Sébastien, puis merci à vous tous et toutes d'être présents. Je partage mon écran, je vous reviens dans une petite seconde. Ça y est, OK. Donc, me revoilà, je pense, oui, je ne sais pas si oui. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du développement du vocabulaire comme levier de réussite et de persévérance scolaire au primaire. Donc, je vais aborder le tout sous l'angle, oui, des discussions lexicales. Donc, comme ça a été mentionné précédemment, c'est une recherche qui a été menée qui va être le socle de cette conférence. Et donc, je vais vous présenter le contexte qui est sous-jacent à cette recherche, mais également les enjeux lexicaux qui ont guidé cette recherche, la naissance de cette recherche. Donc, les élèves à risque sont au cœur des préoccupations du projet que j'ai mené. Donc, ce qu'on veut savoir, notamment en ce qui a trait aux élèves à risque, donc, les facteurs de risque peuvent être liés soit à l'individu, à l'écosystème, voire aux interactions entre les deux. Et ce qui m'a amené à m'intéresser notamment aux élèves à risque, c'est mon expérience en tant qu'enseignante, mes collègues enseignantes à l'époque qui mentionnaient, qui parlaient fréquemment de l'incidence du bagage lexical plus limité chez les élèves qui avait vraiment un effet sur les apprentissages en lecture. C'est aussi ce que la recherche confirme. Donc, je me suis penchée sur la question sur les enjeux liés aux défis lexicaux. C'est important de savoir que l'expérience langagière varie grandement chez les élèves bien avant l'entrée à l'école. Pas sans le savoir, j'imagine que les élèves vont arriver selon leur milieu, selon toutes sortes de caractéristiques, avec vraiment des capacités langagières bien différentes. Et cet écart-là qui va se poursuivre malheureusement. Donc, c'est un écart lexical qui va se creuser, c'est ce qu'on observe au fil de la scolarité. D'où l'importance d'agir en ce sens. Parce que un bagage lexical limité risque d'avoir des effets importants tant sur la compréhension que sur la production orale et écrite.
C'est important d'agir, d'autant plus dans les, avec les journées de la persévérance scolaire, que le vocabulaire est au cœur de la réussite. En fait, c'est l'un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire, donc le bagage lexical que l'on possède, que les élèves possèdent. Cela dit, nous apprenons tous des mots, toujours et encore, de façon incidente, de façon générale. Donc, on va apprendre les mots par accident. Bien souvent, on a entendu le mot, on a lu le mot, et c'est la principale voie d'apprentissage des mots. Alors que les élèves qui ont un bagage lexical plus limité, donc les élèves qu'on va appeler à risque pour le reste de cette conférence, dans l'angle de cette recherche, vont avoir plus de difficultés que les autres à utiliser les indices contextuels. Donc, vont moins apprendre, moins facilement apprendre finalement par accident comme ils vont le faire, mais de façon un petit peu moins efficace. Ces élèves-là vont bénéficier, comme tous les autres d'ailleurs, mais plus particulièrement, vont bénéficier d'un enseignement plus ciblé, plus systématique, direct du vocabulaire. Donc, pour pallier les défis lexicaux chez les élèves du primaire, je pense que je ne l'ai pas mentionné dans mon amorce, mais je m'intéresse plus particulièrement au primaire. Donc, il importe de mettre en place des pratiques préventives, de penser à mettre en place un enseignement plus systématique du vocabulaire. Et semble-t-il que les interactions, donc les interactions orales, renforceraient les habiletés de compréhension et de production lexicale. C'est là où cette approche, une approche basée sur l'oral, m'a paru prometteuse et inclusive pour travailler, pour favoriser les apprentissages lexicaux. Donc, c'est toute la base du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les discussions réflexives plus particulièrement m'ont intéressée parce qu'un oral qui est dit réflexif va contribuer davantage à une connaissance plus en profondeur des savoirs de façon générale, lexicaux notamment. Par contre, ce qu'on voyait, notamment en recherche, mais aussi dans le matériel didactique, dans les écrits professionnels, bien, on voit que souvent les activités de vocabulaire qui sont proposées lorsque l'oral est impliqué, ça va souvent être des activités plutôt centrées sur en fait, c'est l'enseignante, la personne enseignante qui va diriger la discussion. On ne va vraiment pas assister nécessairement à des échanges réels entre les pairs. Donc, c'est à partir de cette réalité-là, de cette problématique-là, que le projet que je vais vous présenter s'est construit, qui va allier une démarche d'enseignement direct de vocabulaire à l'oral réflexif, donc à un contexte d'oral réflexif dans le but de favoriser l'enseignement et l'apprentissage lexical chez les élèves du primaire, plus particulièrement ceux à risque. Je vous ai exposé un peu les éléments qui ont guidé la recherche que je vais vous présenter. Je vous ai j'ai déjà abordé quelques repères théoriques que je vais aller quand même approfondir avec vous, c'est-à-dire l'enseignement direct de vocabulaire, qu'est-ce que c'est, quelle est la démarche qu'on a mise en œuvre, mais également l'oral réflexif, je l'ai nommé tout bonnement, mais on va aller voir un peu plus en profondeur là, comment on peut le définir. Donc, la démarche d'enseignement direct de vocabulaire sur laquelle on s'est basé dans le cadre de ce projet, c'est le modèle de Beck et ses collaboratrices qui nous a inspirés, qui se déroule en 3 principales étapes. D'abord, avant la lecture, on va souhaiter merci beaucoup. On va souhaiter ancrer les apprentissages lexicaux dans un contexte qui est authentique, qui est signifiant, notamment des œuvres, des livres jeunesse. C'est l'angle qu'on a pris dans le cadre du projet, donc des œuvres littéraires, des œuvres documentaires. Et on choisit des œuvres pour quelles raisons? Mais parce qu'elles présentent dans un premier temps un intérêt littéraire ou documentaire, mais également parce qu'à l'intérieur de ces œuvres, on va aller trouver un vocabulaire qui est riche. On va parler, quand on parle d'enseignement direct de vocabulaire, on va parler de mots de niveau 2. Bon, ce qui signifie que ce n'est pas des mots très familiers de niveau 1, mais non plus des mots très spécialisés, spécifiques à la discipline de niveau 3. Donc, ce sont des mots un peu qui présentent une certaine complexité, mais qui, par contre, présentent aussi un fort potentiel de réinvestissement dans plusieurs contextes. Par exemple, le mot protester. Ce n'est pas un mot si complexe, mais c'est un mot qu'on a peut-être plus tendance à voir en lecture qu'à utiliser là, à l'oral. Donc, les élèves ont tout à leur avantage à connaître ce mot-là, à connaître bien le sens, parce qu'ils vont sûrement voir à le rencontrer à nouveau. Donc, on choisit une œuvre de qualité, on choisit des mots, à peu près une dizaine de mots dans chacune des œuvres, et des mots
pertinents, des mots de niveau 2, et on va préparer des définitions de ces mots-là pour pouvoir les présenter aux élèves en cours de lecture. Donc, deuxième étape, la personne enseignante va lire l'œuvre aux élèves. Il s'agit plus généralement d'une lecture interactive, parce que le but est quand même de co-construire le sens de l'œuvre dans un premier temps, qu'on comprenne, qu'on interprète, qu'on réagisse à l'œuvre, mais à travers cette découverte de l'œuvre, on va également présenter les mots qu'on a ciblés au travers. C'est pas la place, bien que ce soit très pertinent, d'utiliser des stratégies lexicales, par exemple, qu'est-ce que tu penses que veut dire ce mot-là dans l'œuvre? Dans le cadre d'un enseignement direct, on va vraiment aller présenter des mots, dire le mot protester veut dire, et on continue la lecture pour garder le rythme de lecture. Après la lecture, donc je suis toujours dans la deuxième étape, je vais revenir sur l'œuvre, l'appréciation, etc., mais également sur les mots qui ont été présentés en cours de lecture. Et je vais m'assurer de garder des traces de ces mots-là en classe. Donc, si vous voyez des petites affichettes qui ont été créées, mais l'idée, c'est que les mots demeurent facilement accessibles aux élèves par la suite pour qu'ils puissent les réemployer à l'oral, à l'écrit, etc. Ces pratiques-là sont peut-être un petit peu plus fréquentes dans les classes de primaire. Donc, selon plusieurs recherches, les enseignants vont nommer, utiliser des œuvres et présenter des mots en cours de lecture. Par contre, l'étape qui est souvent omise, c'est la suivante, qui est pourtant cruciale. Donc, la consolidation des mots qui favorise en fait un apprentissage durable. En quoi ça consiste? En fait, il s'agit de revenir sur les mots au cours de la semaine, des semaines qui suivent pour s'assurer d'un réemploi, tant en réception qu'en production. Donc, ça veut dire que les élèves vont entendre le mot, vont lire le mot, vont également être amenés à utiliser les mots, à les nommer. Et on va aller travailler les différentes facettes du mot pour favoriser un apprentissage en profondeur. Donc, on va parler de travailler la forme, le sens et l'usage des mots dans ce cadre-là. La consolidation des mots, on le vise en tout cas d'un point de vue très ludique. On a de très courtes activités fréquentes où on va aller travailler à s'amuser avec les mots. Je vais revenir là-dessus dans ce qui va suivre avec des exemples bien concrets. Donc, c'est le modèle sur lequel on s'est basé pour mettre en place un enseignement direct de vocabulaire dans le cadre du projet que je vais vous présenter. Je sais pas si je reviens. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. Voilà. Autre concept théorique à définir bien important dans le cadre du projet, donc l'oral réflexif. Peut-être que vous en avez une très bonne connaissance, mais sinon, je vais vous le définir un peu. Donc, c'est un oral qui est transdisciplinaire. Donc, ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas un oral qui est enseigné. Je ne vais pas enseigner des savoirs oraux dans ce contexte-là, c'est plutôt d'utiliser l'oral pour venir au service d'apprentissage dans d'autres disciplines, dans une autre compétence, par exemple. Donc, l'oral est plutôt utilisé au service d'une discipline dans ce cadre-là. Il est également interactionnel parce que lorsqu'on met en place l'oral réflexif en classe, le but, c'est la co-construction qu'on vise, c'est beaucoup autour de la résolution de problèmes. Donc, les élèves vont être amenés à discuter, à co-construire autour d'un problème, autour d'un concept. C'est également un oral qui est abstractif, au sens où ce qui est visé par l'oral réflexif, en fait, c'est une prise de conscience par rapport à ses premières représentations. Donc, l'élève a une première représentation d'un concept, d'une notion, d'un mot. Et l'idée, c'est par la co-construction, par les discussions entre pairs, amener les élèves à avoir une compréhension, une connaissance plus profonde, de dépasser ces premières représentations, puis d'aller faire une représentation plus complète. Et on va amener les élèves, bien sûr, pour avoir un regard métacognitif sur leurs apprentissages à travers tout ça. Donc, peut-être pas exhaustif, mais ça permet de dresser un portrait de l'oral réflexif comme il a été utilisé dans le projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ce sont des schématisations que j'aime bien pour représenter ce qu'est l'oral réflexif, puis aussi le déplacement de la posture enseignante quand on enseigne en contexte d'oral réflexif. Si je vais à gauche, c'est une illustration qui est tirée d'un texte de Messier et ses collaboratrices. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles ont souhaité montrer finalement qu'on va passer de pratiques de l'oral plus classiques, où la personne enseignante va vraiment diriger la discussion, pour aller donc dans un contexte d'oral réflexif où tous et toutes ont une participation égale au sein de la discussion, l'enseignant en faisant partie ou non, mais vraiment des discussions plutôt égalitaires. À droite, je ne sais pas si Martin était présent, mais j'ai tiré cette image du site
site du projet LIBER, mené par Martin Lépine, qui ne vise pas à représenter l'oral réflexif, mais moi, je trouve qu'il est tout à fait riche pour pouvoir parler de l'oral réflexif parce qu'il nous amène une autre perspective. Donc, oui, à droite, on a encore l'idée de l'enseignant qui dirige la discussion, mais à gauche, on voit aussi toute l'idée des interactions qui sont importantes au sein de l'oral réflexif, c'est-à-dire que les élèves vont rebondir sur les propos des autres, et c'est ce qui est visé dans un contexte d'oral réflexif, que les discussions, les propos se promènent d'un élève à l'autre et qu'il y a une participation, peut-être pas de tous les élèves, mais en tout cas d'une majorité d'élèves au sein du groupe. Ce qu'on voit dans le schéma qui est à gauche, bien, en fait, celui où on voit les différents points, là, et le prof en haut à gauche en bleu, c'est notre idéal. Ce n'est pas comme ça qu'on a parti le projet, parce que, je vais vous en reparler, mais les personnes enseignantes avaient une tendance un petit peu, une posture de contrôle qui était peut-être nécessaire en début de projet. Donc, c'est aucunement un jugement là, que je pose en ce moment, mais plutôt, comme les élèves n'étaient pas habitués à ce genre de discussion, il a fallu qu'il y ait un certain étayage, un désétayage pour en arriver le plus possible à la situation qu'on cherche à créer, là, qui était vraiment de se sortir carrément de la discussion. Donc, ce qu'on a souhaité mener, vous l'avez compris, c'est allier l'enseignement direct du vocabulaire à l'oral réflexif dans un but de démarche inclusive, donc de réussite pour tous. Parce que, et pourquoi on pense que le projet répond à cette hypothèse, ou en tout cas à cette visée, parce que l'enseignement direct de vocabulaire implique une participation active des élèves lors des activités de consolidation, parce que l'oral réflexif donne l'occasion aux élèves de verbaliser ce qu'ils comprennent, de bonifier leur représentation initiale, et tout ça s'harmonise avec les fondements de l'inclusion qui reposent sur une participation pleine, entière de tout élève à la vie scolaire, et aussi parce que l'oral réflexif, par l'interdépendance qu'il suppose, par l'intercompréhension des élèves entre eux, va créer un environnement qui est propice à l'apprentissage pour tous les élèves. Petite et mini incursion dans un contenu là, théorique avant d'aller un petit peu plus loin dans la présentation du projet. Le concept d'étayage est fort important à présenter également parce qu'il est au cœur de l'oral réflexif. J'en ai un petit peu, j'ai un petit peu abordé la question précédemment, mais la personne enseignante doit amener les élèves pour les guider vers une participation pleine et une participation de la majorité des élèves à une réflexion plus poussée. Ça ne vient pas naturellement, vous vous en doutez bien. Donc, l'étayage de la personne enseignante est crucial et doit amener, un petit peu comme on l'a vu tantôt sur le schéma, donc amener les élèves peu à peu vers une discussion qui est vraiment menée par eux. Donc, ça se fait tranquillement par l'étayage, par le désétayage éventuellement. Donc, on veut les rendre autonomes. Je vous donne quelques exemples parce que peut-être ça paraît fou un peu, étayage, on fait quoi exactement concrètement pour amener les élèves à être plus autonomes? C'est de modéliser des procédés de relance, notamment comment je me prends pour alimenter la discussion. Donc, nous, on a, c'est quelques exemples que j'ai ressortis ici, mais on a analysé plusieurs actes de parole à fonction didactique. Donc, ce sont des actes de parole utilisés par la personne enseignante pour relancer la discussion et on vise que les élèves utilisent par eux-mêmes par la suite. L'un des actes de parole les plus saignants, les effets les plus marquants, c'est l'acte de reformuler ce que les élèves disent. Donc, par exemple, là, OK, toi, tu trouves que le son d'une cloche, c'est vraiment un bruit retentissant. Travailler le mot retentissant. Donc, l'élève qui reçoit la reformulation se questionne, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai voulu dire? Et là, les autres peuvent réfléchir également. Donc, la reformulation est un procédé de relance fort porteur. Inviter les élèves à approfondir une idée, un point de vue, confronter une idée, mais pourquoi tu places ces deux mots-là ensemble? Donc, amener l'élève à pousser, à justifier un peu ses choix. Faire verbaliser va inviter un élève à prendre position. Donc, toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu comprends le lien que cet élève-là fait entre le mot, par exemple, ici, dénicher et bricolage? Donc, c'est quelques exemples, mais parmi tous les procédés de relance que la personne enseignante peut développer et peut modéliser aux élèves pour les amener à les utiliser par eux-mêmes par la suite. Donc, l'objectif, maintenant, j'y arrive, à travers toute cette problématique et ces concepts théoriques, je souhaite vous présenter un dispositif qui allie la didactique du lexique et de l'oral dans le but d'analyser plus profondément, en fait,
le potentiel de cette démarche-là pour soutenir la réussite scolaire de tous les élèves, notamment dans l'optique de développer la compétence à lire et de réduire les écarts lexicaux entre les élèves. Le voici, le voilà, le projet. Cette diapo est peut-être un peu étanche, je vous l'explique en quelques mots. Donc, la recherche que j'ai menée, c'est un projet, c'est une recherche quasi expérimentale. Donc, le but était de comparer différents groupes, donc l'apprentissage des mots selon différentes variables, en tout cas différents groupes que nous avions formés. Donc, il y avait des élèves qui ont travaillé au R en oral réflexif. Donc, tout le monde a vécu la même situation, la même démarche d'enseignement direct à partir des mêmes œuvres que nous avions choisies. Mais certains élèves vivaient des activités de consolidation en oral réflexif, alors que d'autres élèves vivaient des activités de consolidation plutôt d'autres types. Je vais vous donner des exemples dans ce qui suit. Donc, on a comparé ces groupes-là. On a comparé aussi des élèves qui étaient considérés à risque. Je pourrais vous reparler de la façon dont on les a sélectionnés. Et d'autres élèves qui n'étaient pas considérés à risque pour voir comment se déroulaient les apprentissages lexicaux dans ces deux groupes-là. Bref, ce sont ces groupes, disons, qui nous ont amenés à poser de regarder les résultats selon différentes perspectives. Voici les exemples de mots que nous avions retirés, en tout cas sélectionnés dans l'œuvre Ours et le murmure du vent. Je ne suis pas sûre que vous voyez mon œuvre, mais en tout cas, de Marianne Dubuc. Et dans cette œuvre-là, bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment, ce sont des mots qui étaient de niveau 2, donc qui présentent une certaine complexité, mais qui ne sont pas non plus des mots très spécialisés ou familiers. Ils peuvent présenter un défi. C'était des élèves, je ne l'ai pas mentionné, de 6 à 8 ans, là, auprès de qui j'ai travaillé, donc c'était des mots qui étaient appropriés pour leur niveau et leur milieu. Petite précision, quand on travaille en enseignement direct et qu'on sélectionne nos mots, on va s'assurer d'une variété des classes de mots. Donc, vous pouvez observer des noms, des adjectifs, des verbes, locutions, c'est voulu, et on veut une variété dans la diversité, dans le vocabulaire qu'on présente aux élèves, mais également de pouvoir établir des liens entre ces mots-là. Donc, c'est favorisant dans ce contexte-là. Dans les activités, j'en ai parlé, puis je ne donnais pas vraiment d'exemples, mais j'ai donné des exemples concrets de la façon dont ça s'est vécu. Donc, les élèves qui vivaient des activités en contexte d'oral réflexif, au fond, on les plaçait dans une situation d'impact des tendances, ils devaient négocier, justifier leur réponse, devaient arriver à un certain consensus, bien qu'il n'y avait pas une réponse attendue. Donc, ça, c'était un critère bien important. L'activité qu'on présentait amenait à plusieurs perspectives, plusieurs possibilités. Par exemple, si je vois complètement à gauche, vous voyez le mot retentissant. Donc, ça, c'était une activité. Les élèves devaient recevoir un mot ciblé, devaient réfléchir de quelle façon je pourrais représenter le plus fidèlement possible le sens du mot retentissant. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Les élèves ici ont dû négocier, justifier, discuter pour en arriver à ce consensus, pour arriver à cette réponse finalement. On voit ma merveilleuse collègue Geneviève à droite, juste à côté du mot retentissant, qui est en train de modéliser le jeu de l'intrus avec ses élèves qui vont aller le vivre par eux-mêmes par la suite. L'intrus, comment ça fonctionnait? Elle pigeait 3 mots ciblés au hasard et devait décider lequel va être un intrus. Il n'y a pas de bonne réponse, tout est possible. Mais donc, elle doit être capable de justifier. Moi, je retire tel mot parce que je trouve qu'il y a moins de liens avec les autres, alors que les deux autres, je peux les lier. Donc, on travaille tous les liens lexicaux à travers un jeu comme celui-là. Et voilà, les élèves doivent justifier leur choix, il n'y a pas de bonne réponse, on continue comme ça. À droite, je vais vous donner un exemple le plus peut-être évocateur pour vous aider à bien comprendre. On était aussi dans des activités amusantes, ludiques, donc tout le monde avait du plaisir, mais on n'était vraiment pas dans des activités où il y avait nécessité de justifier, de négocier, il y avait une bonne réponse attendue. Donc, par exemple, en haut, complètement à droite, on voit des élèves qui jouent au jeu de mémoire. Donc là, ils ont les mots qui sont, le mot image, qui sont à l'envers, et ils doivent former la paire mot-image. Oui, un petit peu d'oral, possiblement. Ce n'est pas de l'oral réflexif. Les élèves doivent simplement discuter autour de la tâche, possiblement. Ça ressemblait à ça. Du point de vue du déroulement, je ne suis pas surpris de voir que c'est exactement le modèle de la démarche de l'enseignement direct de vocabulaire qu'on retrouve. Jour 1, on lisait l'œuvre. Jour 2, on revenait sur les mots, on gardait des supports visuels en classe de ces mots-là.
jour 3 à 10, ce qu'on faisait, c'était mettre en place les activités de consolidation, donc oral réflexif ou non, en s'assurant de travailler la forme, le sens et l'usage des mots. D'un point de vue organisationnel, on vivait le tout en co-enseignement, donc moi, chercheuse et les enseignantes, donc chacune, on avait dirigeait les activités, on menait les activités ensemble en classe. Et on avait également un souci d'étayage, donc on voulait s'assurer d'une certaine différenciation, on voulait avoir un souci particulier à nos élèves à risque. Donc, ce qu'on a pensé, ça a été de fournir un étayage un peu plus soutenu à nos élèves à risque. Soutenu n'étant pas de discuter plus et de parler plus qu'on était avec eux, ça aurait été à l'encontre de l'oral réflexif, mais plutôt d'assurer une présence plus accrue auprès de ces élèves-là, répondre aux questions, être là au besoin pour alimenter la discussion. Donc, ça a été notre façon d'agir dans ce cas-là. Si jamais ça peut intéresser certaines personnes parmi vous, je laisse un code QR si jamais il y a des enseignants, des conseillers pédagogiques, etc. Vous pouvez avoir accès à tout le matériel que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, donc les lectures, les mots qui étaient issus de ces lectures-là, les définitions, les activités qu'on a créées, donc une banque plus exhaustive que ce que je vous ai présenté. Les tests, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'était les tests? C'est qu'on a pu vérifier les apprentissages lexicaux. Donc oui, on a passé des pré-tests et des post-tests, donc des tests avant sur la connaissance des mots et des tests après l'expérimentation pour voir finalement qu'est-ce que les élèves savaient de plus ou non à la fin de l'expérimentation. J'y arrive au test. Donc, qu'est-ce qu'on a observé à travers ce projet-là? D'abord, sur quoi on s'est basé pour aller observer, on s'est basé sur des données tant quantitatives que qualitatives. Quantitativement, ce sont les fameux tests dont je viens de parler. Il y avait des pré-tests. Donc, juste avant de présenter les mots aux élèves, on rencontrait les élèves et on leur demandait une première tâche de définition. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, toi, le mot retentissant? Les élèves pouvaient savoir ou ne pas savoir et s'exprimaient comme ils pouvaient. Nous, avec une échelle de connaissance des mots, on pouvait juger un peu de la réponse des élèves. Et à la fin des activités, on faisait, après 2 semaines, on faisait un post-test immédiat pour voir est-ce que l'élève est plus en mesure de donner une réponse plus complète, finalement, sur le mot retentissant. On faisait de même pour tous les mots. Il y avait également des post-tests différés. Là, je n'irai pas en profondeur de ça aujourd'hui, mais pour voir aussi la rétention des apprentissages à long terme. C'était les mêmes tests, mais reportés dans le temps. Donc, je vous ai parlé de la tâche de définition. Ça va être important parce que vous allez voir un peu mes résultats, vous allez mieux comprendre ce dont je vais vous parler. Les élèves étaient donc amenés à définir les mots. Il y avait une autre tâche aussi, pré-test, post-test, qui était plutôt de type choix multiple. Donc, on présentait des questions qui portaient tant sur la forme, le sens et l'usage des mots aux élèves. Par exemple, est-ce que le mot retentissant, ça veut dire vite? Mais non, l'élève acceptait un bonhomme sourire ou un bonhomme triste selon le cas. Au post-test, on avait une tâche qui s'ajoutait, c'était une tâche de production. Donc, les élèves devaient, on donnait une situation, une mise en situation, et les élèves devaient dire, mais finalement, à quel mot, parmi les mots ciblés, ça leur faisait penser. Seulement au post-test, parce qu'on ne peut pas demander aux élèves de nommer des mots avant qu'ils les aient vus. Donc, ça a été une tâche seulement au post-test. Il y avait d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et dans les données qualitatives, donc, on a filmé tout ce qu'on a vécu en classe, donc toutes les activités de consolidation ont été filmées. Ce qui nous a permis d'avoir des informations complémentaires assez intéressantes sur le réemploi des mots, quels mots étaient plus réutilisés, etc., sur les interventions des enseignantes aussi, parce qu'on a dû aussi travailler un petit peu la posture d'oral réflexif, la durée de parole des enseignants, la durée de parole des élèves, on voulait que les élèves parlent plus, est-ce que c'était vraiment ce qu'on observait, etc. Les journaux de bord aussi nous ont donné d'autres informations, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais qui étaient plutôt d'ordre motivationnel, par exemple, de réemploi au quotidien. J'arrive aux résultats maintenant. Je vais vous expliquer le rondement de ces tableaux-là, mais d'abord, nous avons fait des analyses plutôt globales. On veut voir est-ce que les élèves ont appris de façon générale, donc je souhaite que oui. Et donc, à chacun des blocs, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, ce sont les œuvres. Donc, on a fait 3 blocs, 3 œuvres.
Et on a observé, est-ce que pour chacun des blocs, il y a eu des apprentissages de T1 à T2, donc pré-test à post-test. Est-ce que les élèves connaissaient mieux les mots au post-test pour la tâche de définition et pour la tâche à choix multiple? Par chance, oui. Donc, on voit ici en rouge, donc ce sont des résultats significatifs qui montrent que les élèves, tous les élèves finalement, ou en tout cas, les élèves de façon générale ont fait des apprentissages significatifs dans tous les cas. Maintenant, ce qui nous intéressait un petit peu plus, c'était d'aller creuser, d'aller observer est-ce que l'oral réflexif est une approche finalement intéressante pour aller favoriser les apprentissages lexicaux. Donc, c'est ce qu'on est allé observer ici, entre autres avec la tâche de définition. Et là, je ne parle pas d'élèves à risque tout de suite, ça viendra. Donc, c'est tous les élèves qui ont travaillé en oral réflexif, comparativement à tous les élèves qui ont travaillé d'autres types d'activités. Ce qu'on voit, c'est qu'au bloc 2 et 3, donc plus tard dans l'expérimentation, on voit des résultats significatifs. Les élèves qui ont travaillé en oral réflexif ont fait des apprentissages lexicaux qui étaient plus importants que les autres. Même chose pour la tâche de production. Donc, on voit des résultats plus élevés chez nos élèves qui ont travaillé en oral réflexif, par contre, seulement au bloc 3. Comment on peut expliquer ça? Plein d'hypothèses possibles. Déjà, les fondements de l'oral réflexif qui est basé sur la co-construction du sens amène les élèves à aller un petit peu plus loin dans leur compréhension des mots, le fait qu'ils réemploient davantage les mots, tout simplement dans le cadre de ces activités-là, ont probablement favorisé les apprentissages. Plus tard, parce que là, on voyait et on voit toujours, c'est plutôt vers la fin de l'expérimentation où on voit des apprentissages plus significatifs chez les élèves qui ont travaillé en oral réflexif. On peut imaginer, dans nos hypothèses en tout cas, c'est qu'il y a toute une appropriation de l'oral réflexif, imaginez, tant chez les personnes enseignantes que chez les élèves. Donc, oui, on a travaillé pour faire un peu de vidéoscopie, regarder un peu ce qu'on faisait comme geste déjà, puis les effets que ça avait chez les élèves. Donc, j'ai formé les enseignants pour les aller observer ce qu'ils faisaient, puis pour réinvestir ça d'un bloc à l'autre. Même chose chez les élèves, on a créé des tableaux d'ancrage pour les aider à mener des réflexions, des discussions qui étaient davantage représentatives de l'oral réflexif. Soyez sans crainte, l'autre groupe aussi a reçu un certain accompagnement, pas en lien avec l'oral réflexif, mais était aussi accompagné dans l'appropriation de leur démarche d'enseignement direct, entre autres. Donc, on a regardé oral réflexif, non oral réflexif. Maintenant, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats comparativement donc, au profil d'élèves. Donc, les élèves qui ont travaillé en oral réflexif, les élèves à risque, qui ont travaillé en oral réflexif, et les élèves à risque qui ont travaillé d'autres activités. Donc, vraiment, le profil des élèves à risque, qu'est-ce que ça donne? Bien, on voit, là, vous le voyez, c'est parfait. C'est super. Donc, au bloc 3, pour la tâche de définition, pour la tâche, vous n'avez peut-être pas vu, mais ça a changé. Donc, là, je suis rendue à la tâche à choix multiple. Et pour la tâche de production, donc c'est toujours au bloc 3 où on voit que les élèves qui ont travaillé en oral réflexif ont une certaine faveur, donc ont davantage appris les mots dans le cadre de ce projet-là. Donc, toujours au troisième bloc, on imagine une appropriation plus complexe et peut-être plus longue chez ces élèves-là, mais c'est un scénario qui est quand même assez similaire à ce que j'ai présenté chez l'ensemble des élèves. Là où on était un peu plus déçus, c'est en ce qui concerne l'observation de l'étayage. Donc, on l'a observé en comparant les élèves à risque avec les élèves non à risque dans leurs apprentissages lexicaux. Et donc, on a vu que les élèves qui étaient non à risque ont toujours fait des apprentissages lexicaux plus grands que nos autres élèves. Donc, ce qui ne nous permet pas de dire que l'étayage soutenu qu'on avait donné à nos élèves à risque permettait de réduire l'écart lexical entre nos élèves. Plein d'hypothèses possibles. Là, je vais en présenter une pour les fins de cette conférence, mais notamment le fait que on souhaitait, comme c'était une recherche quasi expérimentale, on souhaitait que notre étayage soit le plus similaire possible d'un groupe à l'autre. Donc, on s'était entendu, on voulait agir le plus possible de la même façon. Bon, c'est pas parfait, évidemment, on avait chacun nos pratiques ancrées qui pouvaient teinter le tout. Mais au-delà de ça, on s'est retrouvé avec nos élèves à risque avec plusieurs autres caractéristiques, plusieurs autres besoins. Donc, des élèves qui avaient
déficit de l'attention et plein d'autres caractéristiques, ce qui faisait en sorte que finalement, on ne répondait pas tant à l'ensemble des besoins qu'il y avait devant nous. Donc, on essayait d'agir en lien avec le projet, les besoins lexicaux, mais tous les autres besoins, on y répondait plus ou moins. Donc, c'était plus ou moins efficace, cette partie-là de notre expérimentation, et ce qui a fait en sorte que, en tout cas, ce qui pourrait expliquer qu'on n'a pas vu vraiment de résultats en ce sens dans notre analyse. Je conclue, ça va, oui. Donc, finalement, ce qu'on ressort, et puis en lien aussi avec la thématique de la persévérance scolaire, de la réussite scolaire, on voit que les apprentissages lexicaux, on en a observé des apprentissages lexicaux significatifs dans tous les groupes, pour les 3 tâches et dans les 3 blocs. Donc, ça témoigne du potentiel inclusif de la démarche d'enseignement direct de vocabulaire, ce que d'autres avant nous avaient quand même déjà observé. On est venu un peu confirmer cette hypothèse ou cette observation. Mais ce qu'on a observé, c'est que les apprentissages effectués par les élèves en oral réflexif laissent entrevoir, en tout cas, que les discussions lexicales réflexives ont un effet sur le développement lexical, pourraient avoir un effet, en tout cas, selon nos observations, sur le développement lexical et possiblement, en tout cas, on le souhaite sur la réduction des disparités entre les élèves en ce qui a trait au bagage lexical. On a observé, je l'ai mentionné quand même assez rapidement, mais donc, c'est souvent les tâches qui étaient plus complexes qui ressortaient. La tâche de définition, la tâche de production, c'était des tâches qui étaient considérées dans un continuum de tâches lexicales comme étant plus complexes. Et ces tâches-là ressortaient davantage comme étant marquantes entre nos groupes. Donc, ça va aussi avec l'essence de l'oral réflexif par la co-construction qui mène à des apprentissages plus profonds. Donc, on a observé ce genre d'effet chez les élèves. Ça nous amène à réfléchir au type d'étayage à fournir aux élèves à risque parce qu'on n'a pas observé rien de concluant en ce sens-là. Donc, on pourrait poursuivre la réflexion en ce sens, comment mieux ou comment étayer auprès de ces élèves-là pour avoir vraiment un résultat plus optimal. Et bien sûr, c'est à prendre en compte, peu importe le projet qu'on souhaite mettre en place dans le contexte d'oral réflexif, c'est important de prévoir en tout cas tout le temps d'appropriation de la personne enseignante, mais également des élèves pour une expérience optimale. Donc, en lien avec la thématique de la journée, soutenir la persévérance scolaire, c'est agir sur les conditions cognitives, langagières et relationnelles de la réussite et le développement lexical lorsqu'il travaille dans une dynamique de co-construction constitue un levier à la fois inclusif et structurel. Okay, voilà. Merci beaucoup. Merci.